Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Le temps de comprendre. Les assureurs ont l'obligation de proposer une gestion pilotée, comprenant une part minimale d'investissement non coté dans les contrats d'assurance vie, dans les plans épargne retraite. L'entrée en vigueur le 24 octobre 2024 de la loi relative à l'industrie verte accentue cette tendance en orientant davantage l'épargne vers des projets au service de l'économie réelle et de la décarbonation en cohérence avec les objectifs de croissance des entreprises. La loi Industrie verte vise à améliorer le conseil donné aux épargnants, à renforcer la transparence sur les frais et à démocratiser les actifs non cotés. Pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Samira Boussem. Bonjour. Bonjour Samira, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable du développement durable au sein de FlexLoan Partners, affilié au groupe Natixis Investment Manager. Nicolas Floriot de Montluisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'UMR, du groupe VIF. Bonjour. Et puis Mathias Coumer, merci de votre présence. Bonjour. Vous êtes associé au pôle investissement de Galéa. Merci de votre présence. On va avoir un plateau consacré à l'industrie, à la loi Industrie verte. Rapide tour de table, un petit peu de présentation. Samira, vous commencez ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Samira Boussem, responsable du développement durable chez FlexLoan Partners. FlexLoan Partners fait partie, comme vous l'avez dit, à juste titre de la galaxie Natixis Investment Managers. C'est un gérant de fonds dans le capital investissement. Et d'ailleurs, on a fêté nos 20 ans cette année, le 31 janvier 2025, plus précisément. On est à peu près 60 personnes basées à Paris, New York, Genève et Singapour. L'expertise principale de FlexLoan Partners, c'est la sélection de gérants de fonds small mid cap avec une vraie création de valeur opérationnelle. Pour donner quelques chiffres assez rapidement, FlexLoan Partners, c'est 10,6 milliards de dollars sous gestion, plus de 510 fonds en portefeuille et 300 gérants en portefeuille, donc avec qui on a une relation assez forte. À vous, Nicolas, présentez-vous aussi peut-être votre structure. Eh bien, volontiers. Donc, Nicolas Floriot, je suis directeur du développement, ce qui est un périmètre commercial, distribution, offre, marketing et communication. Alors, l'UMR est un assureur, concepteur et gestionnaire de PER individuels, avec, pour donner quelques chiffres, 11 milliards d'euros sous gestion et 371 000 adhérents. L'UMR est un spécialiste de la multidistribution en B2B2C. Et notre proposition de valeur, c'est de proposer des partenariats avec des PER dédiés sur mesure où on est en capacité de personnaliser 3 choses. 1, l'offre financière. 2, les garanties et options. Et 3, les services digitaux. Et comme l'UMR est une société à mission, l'un de nos objectifs est d'apporter l'épargne retraite au plus grand nombre. Et donc, ça veut dire couvrir tous les segments de distribution. Donc, en l'occurrence, les groupements de CGP, banques privées, courtiers internet, courtiers grossistes, réseaux mutualistes. Et pour citer quelques partenaires, à peu près dans l'ordre, Cristal Laplace, Mesker, Placement Direct, UNEP, MGEN, Harmonie Mutuelle, les 2 derniers faisant partie du groupe Vive. Nous sommes une de ses filiales. Et enfin, pour conclure, on peut dire que l'UMR a une pratique de l'investissement durable depuis 2014 et une longue expertise sur le non-coté, puisque ça représente 17% de nos encours. C'est en partie la raison pour laquelle on vous a invité. Et très heureux d'être parmi vous. À ce plateau, Nicolas. Mathias, de votre côté ? Alors, Mathias Coumer, donc je suis associé chez Galéa. Galéa, c'est une société de conseil en actuariat qui intervient aussi bien sur une clientèle d'assureurs et d'entreprises. Parmi les différents sujets qu'on couvre au sein du cabinet, il y a la protection sociale qui fait partie d'un gros pavé d'intervention sur lequel on développe les sujets d'épargne. Et plus récemment, avec mon arrivée, la volonté de développer les sujets d'investissement. Très bien. Puisque le cabinet est très présent sur le passif. Donc l'idée, c'est aussi d'être présent sur l'actif. D'accord. Merci à vous 3 d'être parmi nous. On va rentrer dans le cœur du sujet. Le thème de cette émission, Assurance Vie, PER, qu'est-ce que change la loi Industrie verte ? Mathias, vous pouvez nous faire un premier... On va éviter les acronymes. On va essayer de ne pas être entre nous. D'être, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les différents axes et puis peut-être les implications que ça a dans le monde de l'épargne ? D'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette émission tente de comprendre est consacrée à la loi Industrie verte
Et c'est vrai que c'est l'occasion de regarder le monde de l'assurance sous l'angle de l'épargne. C'est pas toujours la possibilité pour nous d'exprimer sur ce sujet-là, et plus particulièrement sur les investissements, puisque la loi Industrie Verte, c'est une loi qui a été publiée en novembre 2023 et qui aborde un certain nombre de sujets, dont les investissements. Parmi différentes mesures, sans rentrer dans les détails, vous avez des ajouts de nouvelles grilles de gestion pilotée et autres sujets. Ce qui fait aujourd'hui l'objet d'une attention particulière, c'est un sujet qui est l'introduction des actifs non cotés, qui constitue quand même une grande nouveauté dans le monde de l'épargne. On va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Donc on y reviendra tout à l'heure sur la notion de non coté, mais je voulais quand même attirer l'attention sur le fait que ce nouveau sujet d'actifs non cotés touche à tous les volets de l'épargne et à toutes les dimensions. Je pense en particulier à la dimension collective comme la dimension individuelle. Donc déjà, ça couvre une grande partie des dispositifs d'épargne. Et ça couvre également une épargne retraite comme l'assurance vie. Donc c'est vrai qu'avec cette loi Industrie Verte, la gestion pilotée voit l'arrivée des actifs non cotés et ça concerne presque tout le monde. Ça concerne presque tout le monde et les acteurs concernés doivent s'adapter aussi également, je suppose. Les acteurs doivent s'adapter, c'est une contrainte pour eux. C'est une contrainte réglementaire. On a eu une deadline en octobre 2024 pour l'assurance individuelle et puis pour l'assurance plus collective. La deadline est plus lointaine puisqu'on est sur du mois de juin 2026. Donc on voit que les opérateurs sur la place se préparent, sachant que l'enjeu c'est de se préparer techniquement, trouver les actifs non cotés dont on parlera tout à l'heure, qui sont en phase avec le cahier des charges de la loi Industrie Verte. Mais il y a aussi un volet opérationnel, puisque pour les entreprises, il y a et les assureurs d'ailleurs, il y a tout un volet mis en place de la loi Industrie Verte avec les clients. Avec les clients, peut-être que justement je vais vous faire rebondir, Nicolas, il y a une dimension complémentaire au regard de cette loi sur les obligations vis-à-vis des clients? Alors tout à fait, la loi Industrie Verte renforce sensiblement les obligations en termes de devoir de conseil. Alors c'est une continuité et des précisions par rapport à la DDA, la distribution assurance, et puis tout ce qui est déjà établi sur le KYC. Mais donc plus de précision. Alors il y a deux axes. Il y a un axe transparent sur la performance et les frais, avec des obligations de communication, de publication. Donc ça, c'est assez détaillé, c'est normé. Et ça va tout à fait dans le bon sens. Et puis un axe sur lequel je voudrais insister, qui est en fait une obligation de contact, de proactivité post-adhésion. DDA dit beaucoup de choses sur le pré-contractuel. Là, l'essentiel de la vie du contrat, c'est ça l'enjeu. Et pourquoi? Pour vérifier que l'allocation est toujours pertinente, que l'adéquation besoin-contrat est toujours bonne. Et donc ça, c'est une évolution quand même notable. Notable pour les... Exactement, parce qu'on parle en fait de contact tous les 2 ou 4 ans selon la nature du conseil, donc ça revient vite. Mais en fait, je crois que c'est une évolution vraiment importante et très positive, parce qu'on voit que la retraite et l'épargne en général, c'est le temps long. Pour l'illustrer, 18 000 de nos adhérents ont leur contrat de plus de 50 ans, donc voilà, il faut entretenir la flamme dans la durée. Donc ça permettra de l'entretenir encore un peu plus. Exactement, et puis on voit que les situations pro-perso changent au fur et à mesure du temps. On voit beaucoup d'attentes quand même en termes de compréhension, alors soit de l'environnement retraite, soit des instruments financiers, notamment d'ailleurs des femmes. On avait une table ronde la semaine dernière sur le sujet, où on voit un vrai enjeu sur une vraie inquiétude, d'une part, doublée d'une difficulté pour passer à l'action. Alors concrètement, cette loi, qu'est-ce qu'elle impose? Donc contact au maximum entre 2 et 4 ans, et contact quand il y a un changement notable dans la situation personnelle du client, quand il y a une opération significative en termes de versement libre ou d'arbitrage, donc on est hors acte administratif. Alors il y a des seuils selon l'encours, plus ou moins de 100 000 € et des critères, donc on est tout à fait en capacité de définir ce qu'est une opération significative. Et puis contact en cas de contrat dormant, et y compris s'il y a des versements programmés. Et le tout doit être une obligation auditable, donc avec la traçabilité qui est... Donc ça fait un peu bouger les lignes quand même, Nicolas. Exactement. Sur ce sujet. Samira, Mathias nous l'a confié tout à l'heure, on va parler aussi du non-coté.
Hein, vous allez vous allez essayer de nous faire comprendre à tous le non-coté. Dites-nous. Alors, que veut dire le non-coté? Quand on dit non-coté, c'est à l'opposé ou en tout cas contraire au coté. Donc, quand on investit dans des sociétés non-cotées, c'est des sociétés qui ne se traitent pas, qui se négocient pas sur des marchés financiers à la bourse. Donc c'est toutes les entreprises? Eh bien, aujourd'hui, c'est un très bon point. Savez-vous que globalement, dans le monde, plus de 80% des sociétés sont des sociétés non cotées. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en bourse, on traite moins de 20% de sociétés. Donc le non-coté, c'est toutes les sociétés, autres que celles qui sont cotées. Exactement, c'est les petites PME, les ETI, etc. Et aujourd'hui, on a 3 grosses catégories, en tout cas qui rentrent dans la loi de l'industrie verte, de non-coté, parce que quand on parle de non-coté, ça reste une définition générale. On parle de capital investissement, donc private equity en anglais, où là, on va investir dans des sociétés non cotées, on va apporter des fonds propres et rentrer dans le capital de la société. Ensuite, on a ce qu'on appelle la dette privée. Donc là, c'est plus c'est du financement de société avec des prêts privés, donc d'investisseurs à société. Et ensuite, on a l'infrastructure, où là, on va investir dans des projets d'infrastructure comme les routes, des hôpitaux ou des énergies renouvelables. Ensuite, dans le capital investissement, on a différentes catégories selon finalement le stade de développement de la société. D'accord. On va avoir le capital à risque, où là, ce sont des sociétés, les startups, qui sont en plein développement. On va les aider à se développer. Ensuite, on a le capital développement, où là, c'est des sociétés qui sont rentables, qui sont aussi dans le développement. On va les aider, par exemple, à internationaliser leurs produits. Et là, c'est des petites PME, des ETI. Ensuite, on a le capital transmission, où là, c'est des sociétés qui sont déjà matures. Le but, là, c'est de les rendre encore plus rentables, de les réorganiser opérationnellement pour finalement les revendre. Et ensuite, on a une catégorie, le capital redressement, où là, on va investir dans des sociétés qui sont en difficulté financière. Le but étant de les aider à se redresser financièrement et à redémarrer l'activité. Chez Flexstone Partners, on est plutôt sur des stratégies de capital investissement, de développement et de transmission. D'accord. Voilà. Merci pour c'était très clair. Même moi, j'ai compris. Donc, beaucoup de ceux qui nous suivent ont dû comprendre. Donc, on sait ce que c'est que le non-coté. On connaît les différentes entreprises, catégories concernées. Mille merci, Samira. Il y a des points d'attention quand même à avoir sur ces entreprises non-cotées, selon vous? Il y a des points d'attention, encore plus quand on parle de démocratisation, puisqu'aujourd'hui, ces produits étaient réservés principalement à une clientèle institutionnelle ou fortunée, pour des raisons que je vais même détailler. Moi, je peux... Là, maintenant, vous pouvez aller via votre assurance vie, dans les unités de compte, avoir une partie, selon votre profil de risque, donc votre horizon, votre appétence aussi au risque, vous allez pouvoir avoir une proportion de produits non cotés. Donc les sujets qu'on a sur le non-coté, pourquoi finalement c'est resté assez longtemps pour une clientèle institutionnelle. Il y a le risque de perte de capital, tous les financements. Le risque de défaut, c'est ça? Le risque de perte de capital, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les financements ou tous les investissements ne sont pas des succès. Il peut y avoir des faillites, surtout quand on va aller investir dans des startups ou dans le capital redressement, où c'est des sociétés qui sont déjà en difficulté. Donc il y a ce risque qui peut être amoindri ou mitigé, en tout cas, en diversifiant finalement son portefeuille, en allant sur d'autres stratégies. Ensuite, celui dont on parle énormément, c'est le risque de liquidité. Quand on investit dans un fonds non coté, on est bloqué sur un temps, sur un horizon assez long, ça va de 10 à 12 ans. On le comprend, on ne vend pas une société non cotée comme ça prend du temps. Donc on est, quand on investit dans ce type d'actifs, on est collé sur un certain nombre d'années. On n'a pas non plus d'entrée de cash jusqu'à ce que finalement une société soit vendue. Aujourd'hui, il y a des structures justement qui sont développées de flux de gestion de trésorerie pour justement pouvoir répondre à la démocratisation de ces produits. On appelle ça des fonds evergreen avec une durée indéterminée. Ici, c'est pas des fonds totalement liquides. On rentre pas, on sort pas dans ces fonds comme on le fait dans des fonds traditionnels. Il y a des fenêtres de souscription, de rachat plutôt trimestrielles. Donc c'est plutôt des fonds semi-liquides. Et il y a de la gestion de cash qui peut être possible. Mathias, un point d'attention, des points d'attention, les compléter par rapport à ce que dit Samira. Le consultant que je suis va avoir quelques zones d'alerte qu'a rappelé Samira. C'est vrai que le risque de défaut, il ne faut pas l'oublier. Même si le non-coté, ça a quand même des avantages pour l'épargnant du point de vue de l'épargne à long terme.
on est sur de la retraite ou sur de l'épargne longue via l'assurance vie. Donc le défaut, ça fait partie des points d'attention. Et la liquidité, c'est également un sujet qu'on retrouve chez beaucoup d'opérateurs aujourd'hui qui, dans le cadre de leur mise en œuvre, j'en parlais tout à l'heure, doivent être assez vigilants sur l'encapsulage du non-coté pour que ça soit le plus indolore possible d'un point de vue risque de liquidité. Nicolas, le secteur de l'assurance, en général, plus spécifiquement... se retrouve dans tout ce qui est... doit s'adapter à cette nouvelle loi. Enfin, pas nouvelle. Hein. Oui, on doit tout à fait s'adapter. C'est une vraie évolution. Et dans les c'est une bonne chose quand même sur le fond. C'est une bonne chose. Oui, non, ça finance l'économie réelle, la dimension ESG, on en parlera tout à l'heure. Voilà, un monde plus durable. Effectivement, l'utilité sociale est avérée et ça sera intéressant d'y revenir. Et en termes de typologie, effectivement, nous, on investit dans les 3 catégories private equity, dette privée, infra, et parfois même on mixe private equity et dette privée. Donc, en phase. Et après, sur les points d'attention aussi, je pense que, surtout dans ce cadre de démocratisation, il y a un vrai volet éducationnel qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire justement que c'est des produits semi-liquides. Maintenant, c'est très important de se dire qu'il y a un horizon long terme qui est attendu et qu'il va falloir avoir ce volet éducationnel avec les clients pour pas avoir des clients qui rentrent et qui sortent. Sur le volet collectif, peut-être des particularités, Mathias, ou pas du tout? Je pense que la notion de formation est assez présente, puisque en collectif, beaucoup d'intervenants ou parties prenantes sont des représentants salariés qui doivent valider la mise en place de ces pairs collectifs ou pairs obligatoires. Donc il y a quand même un passage obligé vers la formation ou l'éducation. Donc ça, effectivement, c'est pour les décideurs, pour ceux qui sont amenés à valider la documentation juridique qui va acter la mise en œuvre de ces dispositifs. Donc ce point d'attention aussi à avoir pour l'aspect collectif. Exactement. On va aborder maintenant plutôt la dimension entre guillemets sociétale, environnementale, en tout cas. Une petite précision avant? Oui, j'avais des précisions en fait, et par rapport au risque qui évoquait Samira, pour les assureurs et dans la difficulté qui était évoquée, il y a deux gros enjeux. Il y a un gros enjeu de sélection et puis des enjeux opérationnels. De sélection des fonds. De sélection des fonds. Et pour évoquer quelques critères, Samira évoquait sur la nature du fonds, donc plutôt effectivement evergreen, la nature SFDR, la maturité et l'ancienneté de la stratégie. Donc ça veut dire on va être plutôt vigilant sur des fonds récemment créés pour éviter la fameuse courbe en J. Et puis j'arrive au sujet majeur de la liquidité, puisque c'est le challenge, c'est quand on parle de non-coté, c'est de rendre liquide, pour un assureur, c'est de rendre liquide ce qui est illiquide. Et pourquoi? Parce que on a bien compris pourquoi c'était peu liquide. Or, dans un contrat d'assurance vie ou un PER, on a des besoins de sortie anticipée, en cas de décès, par exemple, de transfert sortant, ou quand arrive la retraite, de liquidation. Donc là, il faut bien sortir de ces grilles, et c'est là où toutes les subtilités qui ont été évoquées arrivent. Et puis on a aussi l'enjeu qui est évoqué de lisibilité, parce qu'il va falloir vendre, donc le client final, il va falloir qu'il comprenne les mécanismes, notamment la liquidité, mais déjà, dette privée et private equity, de quoi parle-t-on? Et donc il faut que ça soit incarné, c'est l'intérêt aussi des infrastructures, et également pour le conseiller vendeur. Alors je passe après sur TRI, frais... Attention aux acronymes, voilà. Donc les sujets de rentabilité, et puis on va pas s'y attarder là, mais les enjeux opérationnels pour les assureurs sont nombreux, passage d'ordre spécifique, les sujets de valorisation, les sujets de bascule du stock ou pas, pilotage du risque, de la liquidité, etc. Donc c'est un vrai sujet, c'est des vrais sujets. Merci de toutes ces précisions hyper importante. Mais ça reste un vrai... je pense que c'est un vrai atout d'avoir cette démocratisation pour l'épargnant. Finalement, je pense que ça va apporter aussi beaucoup de choses, le vivier d'opportunités, plus de 80% des sociétés sont non-cotées, permettre aussi de gérer le risque finalement, parce qu'on va apporter de la diversification. Les marchés non-cotés et cotés sont décorrélés, donc aujourd'hui le panier, le portefeuille modèle d'un épargnant, c'est beaucoup du coté. On va diversifier son portefeuille, diminuer la volatilité, donc diminuer le risque de portefeuille, le risque du portefeuille, donc c'est vraiment une opportunité aujourd'hui si on met le cadre qui va avec. Avant, puisque ça a été évoqué, Mathias, est-ce que c'est important cette histoire de sélection des fonds, puisque Nicolas en parlait il y a 30 secondes. Vous avez une vision
assez globale mais néanmoins très précise de ce sujet. C'est vrai que la sélection, ça fait partie de notre job, d'accompagner nos clients dans la sélection des bons opérateurs, des bons fonds qui sont en phase avec le cahier des charges de la loi Industrie Verte, parce qu'on a vu qu'il y avait des critères qui étaient assez précis, tant en termes d'allocation d'actifs que de typologie de fonds. Je ne vais pas rentrer dans des acronymes barbares, mais c'est vrai que la loi Industrie Verte, c'est aussi la démocratisation des fonds LTIF, des fonds non professionnels dans cet univers du non-coté. Et donc, nous, notre rôle, c'est de pouvoir faire le lien entre les clients, assureurs ou autres opérateurs, et les gestionnaires, comme Samira. L'idée, c'est de faire le lien entre les deux pour trouver les bonnes connexions et les fonds qui sont bien adaptés à ce que souhaite chacun. Et en termes de fonds, il y a une offre importante, pléthorique, Nicolas? Alors, pléthorique, je ne dirais pas ça. Mais il y a une offre. Il y a un choc d'offres, donc il y a une offre qui va croissante en fait, et c'est vrai que on est aussi dépendant des sociétés de gestion qui s'emparent de ces sujets où on a touché du doigt la complexité, donc c'est tout à fait normal que ça prenne du temps, et puis il va y avoir des renouvellements, enfin tout ça va vivre, mais je pense qu'effectivement le jeu en vaut tout à fait la chandelle, parce qu'en termes d'utilité sociale, je pense que ça répond à deux enjeux. Le premier, c'est qu'on est en train de réconcilier l'enjeu de société de préparation à la retraite d'une part, et puis de financement d'un monde plus durable. Décarbonation, réindustrialisation, autonomie, c'est souveraineté, c'est tous les grands enjeux du moment. Et puis quand on parlait de cette démocratisation du non-coté, effectivement, on offre des classes d'actifs plus rémunératrices, on peut aller 6, 8, 10, 12%, alors effectivement avec plus de frais, donc parce que plus risqué, donc il y a un vrai point de vigilance sur la mise en œuvre de tout ça pour que le client final, in fine, s'y retrouve. En fait, formidablement bien les transitions. Merci Nicolas. Justement, l'utilité sociale, on voulait en parler parce que c'est un des objectifs. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Samira, pour les épargnants, mais aussi pour les assureurs qui sont engagés dans cette transition? C'est vrai qu'aujourd'hui, son nom, c'est la loi de l'industrie verte. Les objectifs qu'il y a derrière, c'est d'accompagner la décarbonation de la France, de rendre à la France sa souveraineté industrielle, de la création d'emplois. On cible plus de 40 000 emplois dans certaines filiales, dans tout ce qui est pompe à chaleur, par exemple, l'éolien, etc. Donc, il y a un vrai côté aujourd'hui accompagnement de l'économie réelle. En fait, c'est ça qui est important. Donc c'est le vrai objectif de cette loi. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, le capital investissement, par définition, il accompagne... C'est injecter des fonds dans l'économie réelle. Exactement. On investit dans des PME, dans des ETI, on les accompagne dans leur développement, on crée de l'emploi. Donc, pour le coup, le capital investissement a un vrai rôle à jouer au sein de cette loi d'industrie verte. Donc, on comprend pourquoi, finalement, il y a cette ambition d'avoir une part d'investissement dans le capital d'investissement pour justement accompagner la transition écologique et aller financer finalement l'économie réelle. Aujourd'hui, comment ça peut se faire concrètement ? Les sociétés de capital investissement, elles peuvent investir dans des sociétés qui vont apporter des solutions, par exemple, dans des solutions climatiques, par exemple, sur la gestion de l'efficacité énergétique. Donc là, concrètement, il y a un vrai impact. Ensuite, elles peuvent aussi aider ces sociétés, transformer ces sociétés à être plus vertueuses en intégrant dans les plans d'action des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ensuite, pour finir, c'est ce qu'on fait nous chez Flexstone avant de sélectionner. Donc, on a un process rigoureux de sélection de gérants, c'est notre ADN. Oui. On fait la même chose quand on intègre des critères ESG. On s'assure que quand on sélectionne des gérants, ils prennent bien en compte ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur approche et qui vont justement travailler avec ces sociétés pour les aider, par exemple, à décarboner leur activité. Donc aujourd'hui, on comprend vraiment pourquoi aujourd'hui le capital investissement, le non-coté, fait partie de l'équation de la loi d'industrie verte.
Mathias, vous voulez rebondir là-dessus? Ouais, je pense que, il y a plusieurs manières de compléter ce que dit Samira. On peut investir dans des entreprises qui sont plus respectueuses ou vertueuses en matière d'environnement, de social, de gouvernance. Mais on peut également investir dans des fonds qui respectent certains critères réglementaires dont on a parlé il y a quelques années, des classifications SFDR 8 voire 9, qui traduisent également leur appétence pour ces sujets de finances durables ou de durabilité. Côté épargnant, Nicolas, il y a... tout ça, c'est une pièce supplémentaire finalement dans un puzzle qui était déjà assez installé. Fourni. On a déjà parlé de l'ESG, décarbonation du portefeuille pilote pour réduire de 50%. L'investissement social responsable, on a le label en tant que tel, et puis on a le domaine, on a un PER d'ailleurs qui est centré sur cette thématique. Et puis là, on lance cette année un fonds en actifs réels, en fait, dans la forêt, pour participer à sa régénération. Donc en fait, tout ça, c'est une grande convergence sur une belle cause. Sur une cause qui était déjà enclenchée, une transition qui était déjà enclenchée, ça rajoute un tout petit peu. On arrive presque au terme de cet échange. Est-ce qu'on a des conseils est-ce que vous avez, je ne m'inclus pas à l'intérieur, mais est-ce que vous avez des conseils à donner au marché, aux assureurs, aux plateformes de CGP qui nous regardent? On va faire un petit tour de table, Samira. Alors nous, on travaille directement avec les assureurs aujourd'hui justement. On est, Flexstone Partners était jusqu'à présent avec une clientèle institutionnelle. On a lancé notre fonds FCPR, Flexstone Opportunities, en décembre 2024 pour répondre justement à cette demande et surtout finalement mettre à profit notre expertise pour les épargnants. Donc aujourd'hui, je pense que le message qui est important, c'est qu'effectivement, il faut vraiment que tout le monde monte en compétence sur ces sujets pour être en capacité d'offrir les meilleurs produits aux épargnants, donc des portefeuilles résilients et aussi avec finalement la performance attendue. Nicolas, un petit conseil? Je pense global. Que c'est de retenir que oui, il y a des nouvelles obligations, donc ça crispe. Mais opportunité aussi. En première c'est toujours le cas. Mais voilà, opportunité et notamment sur cet accompagnement au long cours des adhérents, devoir de conseils pédagogiques. Plus d'occasion de parler à ces adhérents. Prendre contact et on est généralement très bien, on est même attendu en fait, je pense par nos adhérents, par nos clients. Donc nous on essaie de le traduire cette pédagogie jusque dans notre signature de marque et la retraite c'est clair, on déploie sur notre portefeuille en propre avec nos partenaires distributeurs. Et puis, c'est tout ce qu'on a dit aussi sur le côté financement d'un monde plus durable, un levier supplémentaire. Mathias, un petit conseil ou plusieurs petits conseils aux assureurs? C'est vrai que je reprends le terme opportunité, parce qu'effectivement, c'est l'occasion d'aller voir les clients et je pense que pour toute activité professionnelle, c'est bien d'aller voir les clients. Surtout les assureurs qui les voient pas beaucoup. Alors ça... Non, non, j'en sais rien. En tout cas, c'est la bonne occasion pour aller les voir. Et puis sinon, c'est aussi l'occasion d'aller chercher des bonnes idées. Puisqu'on l'a vu que l'industrie du private equity ou de la dette privée foisonne de bonnes idées qu'on peut réfléchir vers l'épargnant final dans son intérêt, bien entendu. Écoutez, vous êtes d'une précision exemplaire, on arrive au terme de cet échange. Un prochain rendez-vous important dans les jours qui viennent, Mathias? Oui, le 24 mars, fin d'après-midi, on organise l'Observatoire Galéa EPS sur le thème des actifs non cotés et la démocratisation dans les dispositifs d'épargne collective. Donc rendez-vous le 24 mars, très prochainement, dans quelques jours. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cet échange. On a pris le temps de comprendre. Merci Samira de votre présence. Merci Nicolas d'être venu sur le plateau. Merci Mathias. Merci à vous d'avoir co-organisé cet échange. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission du Temps de comprendre.